Merci d'être présent et présente aujourd'hui pour ce BBL qui va durer, à mon avis, une petite heure s'il y a des questions. Avec Quentin, on va vous parler de test container. Avant ça, euh, une petite histoire personnelle à partir de quand j'ai connu test container. En fait, il y avait plusieurs histoires. Premièrement, c'est qu'il y a plusieurs mois ou peut-être années, j'ai entendu parler d'une technologie qui s'appelle Quarkus, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un framework sur la JVM, Java. Et il y avait quand vous voyez des live coding, des démos en conférence, il y avait ces petits effets waouh où ils lancent l'application Quarkus et même si l'application Quarkus dépend d'une base de données, de services tierces, même si je n'ai aucun de ces services tierces lancés sur ma machine, l'application se lance par magie et tout fonctionne. Ça permet d'avoir une développeur expérience assez optimale et je me suis toujours posé la question, mais comment ça marche sous le capot? En fait, c'est Test Container qui est utilisé. Deuxième petite histoire pour introduire le sujet. J'ai comme client, je travaille pour l'INSEE où en tant que développeur JavaScript, je fais du Java. Et on interagit avec une base de données pas connue du tout. S'il y a des gens qui la connaissent, levez la main, qui s'appelle GraphDB, qui est une base de données orientée graph, où on fait des requêtes avec un langage qui s'appelle Sparkle, enfin bref. Et donc, on n'avait pas de moyen de vérifier qu'il n'y ait pas de non-régression dans nos requêtes Sparkle au fur et à mesure des développements. On avait déjà des tests unitaires, mais le fait d'exécuter physiquement la requête Sparkle vers notre base de données, pour l'instant, on n'avait rien. Et donc, c'est là où je me suis dit, tiens, est-ce que test container ne pourrait pas faire l'affaire? Et résultat du POC, c'est que maintenant, on a quasiment testé, pas toutes nos requêtes, mais on essaye de tester au fur et à mesure maintenant l'ensemble de nos requêtes Sparkle avec cette technologie. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter pendant cette présentation, qui sera grosso modo plus 75% de live coding et 25% de slides, pour vous donner envie peut-être de creuser le sujet de votre côté. Je laisse la parole à Quentin. Merci. Moi, pour l'histoire, comment j'ai rencontré un peu les tests containers, c'était en fait, je rencontrais des difficultés, c'était sur les tests d'intégration autour de la techno Kafka. Je trouvais que tout ce qui était solution pour embarquer du Kafka en mode émulation, ça répondait pas du tout aux besoins par rapport à des use cases. Et en discutant de cette problématique avec plusieurs collègues, on m'a orienté vers cette librairie, les test containers, et ça a vraiment répondu à mon besoin parce que derrière, en fait, on va avoir la vraie techno. Un peu avant de rentrer, hop, voilà, la slide suivante. Donc, un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point un peu historique sur cette librairie pour expliquer que ce n'est pas une librairie récente, ça a bientôt 10 ans. C'est écrit en 2015 et c'est une librairie qui montait vraiment en popularité, qui a été développée pendant X années. Parce qu'en 2017, de grosses compagnies comme Spotify, Uber, Netflix l'ont adoptée. Et la communauté open source autour de cette librairie s'est forgée aussi. Et en 2021, les créateurs, certains grands mainteneurs de test containers, ont décidé de fonder la société Atomic Jar afin de promouvoir vraiment cette librairie, de continuer de la faire évoluer et de cadrer un peu la communauté qui a pris plus d'ampleur autour de ce projet. Et petit rebondissement, fin 2023, la société Docker décide de reprendre Atomic Jar. Donc actuellement, les test containers font partie de la société Docker. Un but, donc la société Docker a pour objectif de maintenir cette librairie, de la continuer à la faire évoluer, et elle reste quand même open source. Donc tout à chacun peut encore y participer et y contribuer. Alors, test containers, un peu, qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, ce qu'il faut retenir principalement des test containers, c'est que ça va vous permettre de démarrer des images Docker et de les arrêter via du code. Ça va vous permettre plutôt plusieurs use cases. Comme on l'a évoqué, c'est principalement fait pour des tests d'intégration où, au lieu d'émuler vos technos au niveau des réponses ou de les moquer,
vous allez pouvoir, au moment du lancement de vos tests, avoir dans une image Docker la vraie techno et s'interfacer avec cette image Docker pour lancer vos tests. Comme l'évoquait Manu, on a dans l'écosystème Java un concurrent à Spring qui s'appelle Quarkus, qui est orienté vers le cloud et qui propose un outil qui s'appelle les Dev Services et qui permet au lancement de l'application sur un profil local d'avoir vos connexions externes au niveau des BDD, messaging ou caching. En fait, ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils vont se baser sur Test Containers pour que le lancement de l'application, vous allez avoir les images de vos technos qui sont lancées aussi et auxquelles votre application va se brancher. Ça va vous permettre, en plus des tests d'intégration, pas mal de use cases. Déjà, vous allez avoir un profil local partagé à l'équipe et commun. Vous allez avoir un peu moins l'effet de bord de ça fonctionne en local sur ma machine et pas en local sur mon collègue. Pour l'onboarding, c'est génial. Plus besoin forcément de le faire installer à votre nouveau collègue tout un tas d'outils, d'installer une base de données, le système de messaging et ainsi de suite. Il a juste à avoir un Docker Engine de lancer et l'application, elle pourra tourner derrière. En plus de ça, vous pouvez imaginer d'autres use cases. Par exemple, si vous avez besoin de faire un POC rapidement, au lieu d'installer et de configurer les technos, vous avez juste à lancer votre image Docker et c'est parti. Ou par exemple, j'ai déjà eu le cas, sur des montées en version majeure de techno, on n'est jamais trop sûr si notre application sera toujours compatible avec. Bah là, en passant par les tests containers, vous allez pouvoir avoir la réponse rapidement parce que vous allez juste changer l'image, juste la version de l'image du Docker pour vérifier la compatibilité de votre application. Ce qui est formidable aussi avec les test containers, c'est qu'il est multi-support. Il supporte actuellement 6 langages, que ce soit du Java, du Go, du JavaScript, du Rust, du .NET et différents technos. Alors, les technos, ils sont maintenus, ils appellent ça les modules, soit par la communauté open source, soit via directement l'éditeur. Par exemple, Elasticsearch, c'est Elasticsearch qui maintient le module au sein de Test Containers. Vous allez retrouver tout un tas de technos, que ce soit du Kafka, du Mongo, du Postgre. Le logo avec le petit singe, c'est du ToxiProxy pour faire des tests de failure. Par exemple, des tests, si vous voulez sauvegarder dans une base, mais que ça mette X temps pour voir comment réagit votre application, c'est une librairie faite pour ça. Et si on a un peu le temps, on le verra pendant le live coding. La petite parenthèse par rapport à ces modules, c'est que selon le langage que vous allez utiliser, vous allez avoir plus ou moins un grand nombre de modules associés. Par exemple, Java par rapport à JavaScript, Java contient plus de modules que JavaScript. Après, c'est pas trop grave si vous n'avez pas votre techno dedans. Je prends par exemple le cas de GraphQL. Il me semble que ce n'est pas un module maintenu par Test Containers, mais vous allez pouvoir, via les Test Containers, quand même le lancer, parce qu'ils ont un type qui s'appelle Generic Containers, qui permettent de lancer n'importe quelle image Docker. Alors, voilà pour la présentation rapide, et on va passer un peu au live coding pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Dans cette première partie de live coding, ce qu'on va voir, c'est comment, à partir d'un petit projet Spring Boot, on peut faire pour le démarrer avec toutes les technos associées via les test containers. Hop. Alors, pour ceci, c'est pas très compliqué. On va créer une classe. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu? Est-ce que tu peux un peu zoomer Ok. Hop. On va zoomer. Merci. C'est bon, pas de souci. Que ce soit un type bin de configuration, on n'oublie pas que on souhaite que ce soit lancé seulement sur le profil local. On va éviter de lancer quand même les test containers en prod et on va pouvoir, à la lecture de la classe, charger le code. Pour ceci, on va utiliser, là, en fait, si on remarque en lançant l'application, c'est qu'elle ne va pas démarrer parce qu'elle a besoin d'une base de données. Ce qu'on va vouloir, c'est une base de données Postgre. Donc, on va s'appuyer sur le module Postgre qui va nous permettre tout un tas de fonctions de configuration nous facilitant la tâche. Hop, okay, et on va créer notre nouvel objet Postgre. On va pouvoir lui passer donc le nom de l'image, Postgre en l'occurrence, et sa version, sa version. Par souci de simplification, je lui passe la dernière version. Que vous conseillez, c'est de mettre les versions que vous avez en prod pour être ISO prod.
Et petite parenthèse, vu qu'on utilise un module Postgre, si vous vous amusez à mettre par exemple du Redis à la place de Postgre, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils vont vérifier que l'image est bien une image compatible avec Postgre. Donc là, on va avoir notre conteneur Postgre qui est lancé, sauf qu'on va vouloir le configurer un peu. Vu que c'est un module, il va nous proposer tout un tas d'options pour pouvoir le configurer. Par exemple, création d'une base d'une table, enfin d'une base de données plutôt, excusez-moi, d'un utilisateur. On va l'appeler dev. Et d'un mot de passe qui va être très fort, dev aussi. On va pouvoir, bon, là, il me le propose, mais on va pouvoir lui exposer les ports, enfin un ou plusieurs ports si on le souhaite. On va lui passer là le port par défaut de Postgre 5432. Si on ne lui précise pas, c'est pas grave. Ça va être le port par défaut de la techno qui va être exposé. Et la petite chose qu'il faut quand même, je trouve, qui est assez pratique et qu'il faut quand même le mettre, c'est le waiting for. Donc ça, c'est pour que ce soit du generic containers, que ce soit du Postgre containers, enfin tout ce qui est module ou un generic container. Ce qu'on va souhaiter, c'est que l'image, elle se lance et elle soit prête avant l'application. Et effectivement, si on la lance comme ça, on n'est pas certain que l'image ait bien démarré et bien prête avant le lancement de l'application. Donc, on va faire un waiting for et on va utiliser la classe wait de test containers qui va nous proposer plusieurs stratégies qui va nous permettre de dire le temps que j'ai pas ça, ça veut dire que mon image n'est pas prête. On va pouvoir soit écouter sur le port qui est exposé, soit sur une réponse HTTP ou un log défini. Donc là, on va dire que dès que mon port est exposé, c'est que l'image est bien démarrée. On n'a plus qu'à le start. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de surcharger nos properties pour que notre application se connecte dessus. C'est pour ça que je vous invite à utiliser plus les modules que le type générique si la techno est soutenue par Test Containers. Parce que là, dans notre cas, vu qu'on passe par module, on va pouvoir récupérer directement via le PostgreSQL Containers l'URL de connexion, le username et le password. Si vous utilisez un type générique, vous n'allez pas avoir toutes ces options-là. Vous allez devoir formater un peu à la main l'URL de connexion, les usernames et les passwords. Et là, si on remarque, ça va fonctionner. C'est que l'application, elle va se lancer et cette fois-ci, elle va tourner parce qu'elle a réussi à se connecter dès qu'elle sera prête, voilà, avec la base de données. Là, c'est assez rapide. Il faut savoir que souvent, les premières fois, on va pull l'image, donc ce sera un peu plus long au lancement de l'application ou via vos tests, mais rien de trop grave. Maintenant, hop, si on observe un peu les images, alors là, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir bien voir. Je suis navré. Je n'ai pas réussi à voir comment on pourrait agrandir cette fenêtre. Mais en gros, on va avoir deux images qui sont lancées. On a notre Postgre, effectivement, avec le port exposé 5432 et mappé sur un port aléatoire. Test Containers, par défaut, il va mapper sur un port aléatoire local qui est libre. Et on a une deuxième image qui s'appelle Test Containers Rehook. Et en fait, ce que c'est un petit langage, un petit programme qui est basé sur du Go, qu'ils ont écrit, qui va permettre de manager les images lancées par Test Containers. Si je ferme mon application, cette image-là va détecter que je n'ai plus besoin de l'image Postgre, parce qu'elle est liée à mon application ou à mon test, et elle va éteindre l'image en cours. Donc, c'est aussi une des forces de Test Containers, c'est que vous avez pu run vos images Docker liées à vos applications ou vos tests manuellement. Hop, petit Docker PS, et on voit que l'image, effectivement, j'ai plus d'images qui sont lancées. Hop, on revient un peu au code. Souvent, dans vos applications, vous n'allez pas avoir une seule techno. Alors, peut-être avant, ce que je peux vous montrer, c'est qu'effectivement, ce que je vous disais, c'est que l'exposition de port se fait aléatoirement. Si vraiment vous voulez mapper sur un port défini en local, vous avez quand même des méthodes pour ceci. Hop, Postgre, qui s'appelle le set port binding, qui va vous demander une petite liste de ports et vous allez pouvoir faire le mapping. Par exemple, en l'occurrence, si je veux un 5433 sur ma machine par rapport au 5432 exposé, ça va le mapper. Si en plus vous avez besoin de d'autres technos,
Ça, c'est un petit tips que je vous donne parce que c'est assez utile en termes de performance. Par exemple, mon application a besoin d'un cache, on va dire Redis. Effectivement, si je le lance comme je l'ai lancé avec Postgre, ça va fonctionner, c'est pas un souci. Et c'est que ça va faire, en premier temps, on va lancer Postgre, on va attendre pull l'image, on va attendre qu'elle soit bien lancée avant de commencer à pull Redis et à le lancer. Si on veut gagner de la performance et en quelques secondes, on va utiliser un Startables avec un deep start et on va lui passer les conteneurs qu'on souhaite lancer. Et ça, en fait, ce que ça va faire par rapport au start, ça va lancer plusieurs conteneurs, mais en parallèle. Donc, vous n'avez plus à attendre que votre premier conteneur se lance. Ça va se faire en parallèle. Et d'après quelques tests que j'ai pu faire, des fois, vous allez gagner 10, 5 secondes. Ça dépend. Hop. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va effectivement, il commence là par Redis, mais il va pull quasiment instantanément, à peu près en même temps, le Redis et le Postgre, par rapport à avant où il aurait attendu. Mon application est run, et avant de laisser la main à Manu pour la suite du live coding, je vais vous montrer, hop, je vous montre que je ne vous dis pas de bêtises, le port du Postgre est bien mappé au 5433 en local. Voilà ce que j'avais à vous montrer, et je laisse la suite à Manu pour la suite du live coding. Ça roule. Merci, Quentin. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Oui, tout à fait. Alors, donc là, on a vu avec Quentin que il a réimplémenté grosso modo les dev services de Quarkus dans Spring Boot. On a vu que pour lancer programmatiquement une image Docker, c'était juste, entre guillemets, utiliser la bonne implémentation, la bonne classe, la configurer et puis faire un point start. Maintenant, on va aller voir le deuxième use case que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était de l'utilisation de test container dans des tests. Pour cela, alors, petit point important, je ne suis pas développeur Java. J'ai choisi Java aujourd'hui pour faire plaisir à Quentin, mais je crois que c'est la première fois que je fais une démo, un live coding en Java. J'ai une magnifique application qui est du Spring Boot également, qui est ici. En fait, je voulais tester une application Spring Boot qui communique avec 3 services distants. Donc, j'ai une base de données Postgres, j'ai un nœud Elasticsearch pour pouvoir faire de la recherche, et j'ai un pulsar. Un pulsar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Kafka, c'est une queue qui va nous permettre de faire la synchronisation, grosso modo, entre le Postgres et le Elasticsearch. Donc, c'est juste à titre de live coding que j'ai choisi ces 3 technos, et parce que je voulais tester un petit peu. Donc, j'ai une API. Je vous montre d'abord l'API, après, je vous montre le test. Je vous montre le test qui ne marche pas, et on va essayer de le corriger ensemble. Donc, premièrement, j'ai une API qui me permet de créer un nouvel utilisateur. Donc là, grosso modo, je sauvegarde l'utilisateur dans Postgre, mais en même temps, j'envoie un message sur un topic pulsar, comme quoi il y a un utilisateur qui a été créé. Il l'envoie quelque part. Ici, j'ai un listener sur ce même topic. Quand il y a un message qui arrive sur le topic user creation sub, user creation, pardon, j'ai du code qui est exécuté. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre le user qui vient d'être créé et va l'envoyer à Elasticsearch pour qu'ensuite, si j'ai un moteur de recherche, par exemple, sur mon site, je puisse manipuler l'objet que je viens d'indexer. Et enfin, j'ai 2 autres endpoints. Un pour récupérer l'ensemble des utilisateurs, rien de très sorcier. Et là, une API, un endpoint, pardon, pour faire de la recherche. Donc là, on voit que on fait de la recherche sur une chaîne de caractères et ça va attaquer. Tout ça, c'est du code Elasticsearch. Ça va envoyer une requête Elasticsearch à mon nœud. J'ai écrit un test qui ressemble à ça. Si je lance, vous allez voir que, bien évidemment, il ne marche pas. Dans ce test, qu'est-ce que je fais? Je fais un ajout. Je veux créer un nouvel utilisateur. J'attends un petit peu, c'est pas la plus belle façon d'attendre dans des tests unitaires, c'était pour faire simple, mais je dois attendre un petit peu parce qu'il y a, côté Elasticsearch, le document ne sera pas récupérable tout de suite, c'est au bout d'une seconde,
Donc, j'ai mis un timeout de 5 secondes juste pour m'assurer que la démo fonctionne bien. Ensuite, je récupère la liste des utilisateurs pour voir que est-ce que l'utilisateur que je viens de créer est bien retourné. Et ensuite, je fais une recherche vers Elasticsearch. Si je recherche le chaîne de caractères manuel, normalement, je devrais avoir l'utilisateur que j'ai indexé. Donc là, c'est juste la démo du test qui plante. Est-ce que j'ai un message explicite pour comment mon test il plante Jakarta persistance de JDBC URL, j'ai l'impression que mon application Spring Boot n'arrive pas à communiquer à la base de données, ce qui est absolument logique parce que je ne l'ai pas mis. Alors, on va faire comme avec Quentin, j'ai mes 3 containers. Donc, dans ma suite de tests, alors j'ai mis des petits raccourcis pour éviter de me voir taper du Java pendant 30 minutes. Je vais créer d'abord mon image Postgre. Donc ça, c'est absolument comme ce que Quentin fait, rien de très compliqué. Et là, on voit, on réutilise le même module que j'ai installé au préalable dans ma Vun, bien évidemment. Ensuite, je vais lancer Elasticsearch. Elasticsearch, même combat. Je lance l'image que j'utilise en production, la 8.15 par exemple. Et là, on voit que, Quentin l'a déjà indiqué tout à l'heure, c'est en fonction du module qu'on utilise, je vais avoir la configuration différente que je vais pouvoir faire sur mon container. Donc là, par exemple, c'est juste pour éviter de me battre avec la couche sécurité d'Elasticsearch pendant le live coding. Je la désactive juste pour la démo. Donc là, j'ai mes 2 containers et par contre, la Pulsar, je n'ai pas de module qui est prêt par défaut. Mais c'est pas grave parce que tous les containers qu'on voit ici extendent une classe parent qui s'appelle Generic Container. Et en fait, si un module n'existe pas, j'ai juste à utiliser cette classe parent pour récupérer n'importe quelle technologie, n'importe quelle image Docker dont j'aurais besoin pour mon test. Donc, si je veux Pulsar, voilà, test container, voilà. On voit ici que je lance Apache Pulsar. Je lui indique que sur le port 606650, et je peux définir aussi une commande qui permet d'indiquer, une fois que l'image Docker est téléchargée, bah, qu'est-ce que je lance à l'intérieur de l'image Docker. Donc là, je lance le binaire Pulsar. Donc là, j'ai mes 3 containers, mais ils ne sont pas lancés. Pour les lancer, j'ai plusieurs façons de faire. Soit dans un before each, before all, dans ma classe de test, j'appelle la méthode .start pour chaque container. Et il ne faudra pas oublier de faire un .stop sur le after each ou after all, en fonction de votre stratégie de démarrage de vos tests. Ou on peut utiliser une surcouche qui a été proposée à JUnit à base d'annotations. Ces annotations, il y en a 2. C'est test containers à mettre sur la classe de test et une annotation, pardon, add container qu'on met sur chaque variable d'instance. Là, vous allez pouvoir peut-être me poser comme question, ouais, mais à quel moment il sera démarré? Est-ce que ça sera la même instance de mon image Docker pour l'ensemble de mes tests? Ou est-ce qu'à chaque fois que j'ai une fonction de test, j'aurai un nouveau container qui sera démarré? En fait, ça, c'est configurable. C'est configurable. Si j'indique que mon container est statique, ce sera le même container sur l'ensemble de ma classe de test. Il sera démarré qu'une seule fois et il sera éteint à la fin. Si j'enlève ce mot-clé statique, à chaque fonction de test, j'aurai un nouveau container qui va démarrer et qui va s'arrêter juste après. Ça dépend de votre stratégie de test. Et si vous souhaitez avoir des... Il y a un juste milieu à avoir parce que démarrer un container à chaque fonction de test, bah, ça peut être un peu lourd parce que c'est beaucoup plus lent qu'un test unitaire. Mais le fait d'avoir quand même cette granularité vous permet d'avoir des tests reproductibles et de ne pas avoir des tests
qui vont être un peu bancales, qui vont fonctionner des fois et plus fonctionner de temps en temps, juste parce que l'ordonnancement des exécutions des tests a changé, et donc il y a des tests flaky un petit peu qui ont été intégrés. Donc là, je mets statique, il va démarrer, de toute façon, j'ai qu'une seule fonction de test, il va être démarré une fois et stoppé à la fin. Parfait. Par contre, là, il me manque encore quelque chose. Il me manque quelque chose. Il me manque comment je peux faire pour que ma configuration Elasticsearch puisse, pas Elasticsearch, pardon, ma configuration Spring Boot puisse récupérer les informations des 3 containers que j'ai lancés pour que mon application se lance correctement. C'est là où on va devoir définir une méthode qui sera annotée Dynamic Property Source, qui sera automatiquement exécutée par le framework, qui va nous permettre de synchroniser quelque chose avec les propriétés nécessaires par Spring Boot. Donc là, si je configure mes properties, je vais définir plusieurs choses. Je vais définir, comme tout à l'heure pour avec Quentin, je vais définir mon URL JDBC de ma base Postgre, le username et le password. Ensuite, dans mon fichier de configuration Spring Boot, j'ai également une propriété qui s'appelle elasticsearch.url. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que sur mon container Elasticsearch, que j'ai appelé container, pas grave, doit être celle-là. Je récupère l'URL qui va être automatiquement exposée par test container. Ensuite, je vais faire la même chose pour Pulsar, mais par contre, Pulsar, comme c'est un container générique, je n'ai pas ces petites méthodes magiques qui me retournent toute la donnée bien formatée. Avec Pulsar, je suis obligé de le faire à la mano. Donc là, je vais enregistrer cette properties avec comme valeur la concaténation du protocole Pulsar, de localhost et du port qui a été exposé par test container. Donc, j'espère ne pas avoir fait de bêtises. Je vérifie, container, ça m'a l'air pas mal. On vous prévient, quand on a fait la démo V0 de ce talk la semaine dernière, les démos ne fonctionnaient absolument pas. On croise les doigts. Le temps que ça se lance, le prochain étape que vous proposez, c'est de faire la même chose avec un Docker Compose. Un Docker Compose qui existe sur votre infrastructure, dans votre projet, et vous avez envie de vous baser sur cette source de vérité pour booter votre stack pour votre test intégration. Donc le temps que ça se lance, évidemment il y a des idées là-dessus. J'ai compose ici où les différentes briques qu'on voit ici. J'ai mon Pulsar qui expose le port, j'ai mon Postgre et j'ai mon Elasticsearch. Il est quand même plutôt très lent là. Qu'est-ce que j'ai fait Pulsar, conteneur, test container. Je ne vois rien qui pose de problème. Non, on va redémarrer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Manu, on n'a pas vu le Docker Compose. C'est un peu frisé à ce moment-là. Ouais, je vais le remettre après. Le Docker Compose, qui ressemble à ceci. Pourquoi il se lance pas comme des mots, first. C'est étrange.
Normalement, il devrait se lancer. Il devrait se lancer. J'ai l'impression que mon truc est dans les choux. Bon, à voir si j'ai plus de succès avec Docker Compose. C'est dommage que ça a marché entièrement hier, mais c'est pas grave. Mais là, normalement, juste avec ce que je viens d'ajouter, on a tout ce qu'il faut pour exécuter nos tests. Si j'arrive à. Mais je ne sais pas pourquoi Dynamic Source. J'ai horreur Dynamic Property Source. Hein. Non, mais je ne vois pas. Il faut que tu le mettes en public de mémoire. Ton De dynamic quoi? source, il faut que tu le mettes en public, il me semble. Le dynamic source. Ouais, moi je l'avais pas mis, ça avait fonctionné. Mais là, il démarre pas en fait du tout, il exécute même pas ça. Euh, 51, statique, générique. Euh, à voir tout à l'heure avec Docker Compose, peut-être que j'aurai plus de succès. Donc avec Docker Compose, comment ça marche? Si je mets tout ça en commentaire, parce que avec l'intégration Docker Compose, je ne vais pas instancier mes 3 containers. Ce que je vais faire plutôt, si je mets les commentaires au bon endroit, voilà, c'est que je vais créer un container un peu spécial, le Docker Compose Container. Donc là, je lui indique quel est le fichier à utiliser, mon compose.yaml. Et là, on voit que j'indique, je veux que tu lances le service que je nomme Pulsar dans mon Docker Compose. Je veux que tu le lances. Je veux que tu lances le service Postgre. Je veux que tu lances le service Elasticsearch. Et là, juste, c'est un titre, c'était dans mon presse-papier parce que j'ai eu un problème avec Elasticsearch hier. Mais on peut également forwarder les logs qui se trouvent dans le container dans votre sortie standard de votre IDE si vous souhaitez débugger. Donc, une fois qu'on a ça, comment je vais faire pour reconfigurer Spring Boot? On va récupérer, à partir de mon container Docker Compose, les informations de mes services. Donc là, je récupère le service Postgres, je lui demande son port et son host, et je reconstruis l'URL JDBC que je passe en configuration à Spring Boot. Ensuite, je vais faire la même chose pour Elasticsearch. Je récupère le service élastique et je construis mon URL. Et enfin, la dernière, Pulsar, mais Pulsar, pas beaucoup de différence par rapport à tout à l'heure. Je reconstruis la même URL. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Est-ce que je n'ai pas oublié mon container là? Non, c'est bon. Alors, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Je pense que c'est juste mon Mac qui est dans les choux. Là, là, il se passe des choses. Là, il se passe des choses. On va savoir pourquoi tout à l'heure il ne se lançait pas, mais. Donc, là, il download Elastic. Le temps que ça se lance. Pulsar, Pulsar. Allez, plus vite. Postgres. En attendant, j'accepte la personne qui vient d'arriver. Il poule mes images. Et là, normalement,
et configure Elasticsearch. Et là, j'ai les logs d'Elasticsearch parce que j'ai mis mon with-log consumer ici. Donc là, c'est les logs Elasticsearch. Et donc, au bout d'un moment, j'espère au moins avoir une démo qui fonctionne aujourd'hui. Mon test sera vert. Voilà. Mon application Spring, elle est lancée. Je lance mon test. On croise les doigts. Tac. Et mon test est vert. You, j'ai un test qui fonctionne aujourd'hui. Ah, j'ai un démo qui fonctionne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que votre docker compose, c'est votre source de vérité. Si vous dans vos sociétés, vous basez sur une image Docker sur laquelle vous avez des modifications ou quoi, bah, vous pouvez même utiliser vos propres images Docker sur votre propre Docker Hub, si vous souhaitez, pour vérifier que tout fonctionne. Dernière chose, par contre, on va quand même, dernière chose avant de vous laisser aux questions, je vais revenir à la version précédente, parce que je suis têtu et j'aime pas ne pas avoir un truc qui ne fonctionne pas. Et pour essayer de parler d'un quelque chose j'ai pas encore mis en place, mais on pensait que ça pourrait être intéressant. Comme l'a indiqué tout à l'heure Quentin, si vous voulez vérifier que votre infrastructure fonctionne bien, même s'il y a des défaillances sur l'une des parties de votre infrastructure, je sais pas moi, si le Elasticsearch prend du temps à répondre, comment réagit mon application dans ce cas qui pourrait arriver en prod? Est-ce qu'il fallback sur une donnée autre? Est-ce qu'il retourne gentiment un message d'erreur? Est-ce que l'application crache entièrement? Comment il fonctionne? Et en fait, grâce à une image qui s'appelle ToxiProxy, on peut rajouter ces problématiques de latence ou de défaillance sur notre infrastructure directement dans nos tests. Donc, je vais vérifier juste, est-ce que j'ai plus de chance maintenant que tout à l'heure? J'ai l'impression que j'ai plus de chance que tout à l'heure là. Le temps que ça se lance, on va essayer de mettre ça en place. Donc, par exemple, si je veux créer ToxiProxy, je vais d'abord créer un network parce que je vais vouloir mettre ToxiProxy et le container sur lequel je souhaite avoir un impact négatif, soit sur le même réseau Docker. Donc, je vais créer un réseau. Et je vais mettre mon cluster Elasticsearch, bon, c'est même pas un cluster, c'est un seul nœud, dans ce réseau. Tac. Et puis je vais lui donner un petit nom, with network alias Elastic. Parfait. Maintenant, je vais également. Ah, c'est vert. Moi, je pense que c'était juste ma machine qui était dans les choux tout à l'heure. Je vais créer mon container ToxiProxy. Statique ToxiProxy. ToxiProxy container. ToxiProxy. Je vais prendre parce que je ne sais pas, je ne vais pas taper ça devant vous. Tac. L'image Docker et je vais indiquer que ce container, il est dans le même réseau que Elastic. Voilà. Donc là, j'ai mes containers qui vont se lancer, mais par contre, pour l'instant, il n'est pas utilisé. Et en fait, ToxiProxy, comme son nom l'indique sûrement, il va faire office de proxy. Donc en fait, on va lui dire, tiens, ToxiProxy, quand il y a quelqu'un qui essaie de te connecter, de te contacter sur tel port, bah, en fait, tu forward cette requête à quelqu'un d'autre. Mais entre la réception et l'envoi de cette requête, il y aura un traitement qu'on va pouvoir faire pour essayer de dégrader l'expérience de notre infrastructure. Donc pour cela, dans la configuration de nos settings ici, je vais créer un ToxiProxy client. Proxy client vers
mon ToxiProxy que je viens de créer. Et je vais créer mon proxy maintenant. Je vais dire new ToxiProxy client.create proxy. Je vais créer un proxy que je nomme élastique. On peut le nommer comme on veut. Sur le port ToxiProxy, on va mettre le 8666 par exemple. Donc quand il y a une requête qui va arriver sur ce port-là, ben, tu me forwardes ça sur quelqu'un qui est sur le même réseau que toi, qui s'appelle Elastic, le petit élastique que j'ai mis là, et sur son port par défaut, qui est le port 9200. Je vais sauvegarder ça, net proxy, et je vais créer une variable. Voilà. Donc là, j'ai créé mon proxy. Toutes les requêtes qui vont arriver sur toutes les requêtes qui vont arriver sur 86-66 vont être forwardées vers Elastic. Par contre, là, mon Elasticsearch, il utilise toujours le vrai Elasticsearch. Il ne passe pas par ToxiProxy. Et en fait, là, ce que je vais dire, c'est tu vas me prendre comme URL toxiproxy.getHost plus le port toxiproxy.getMapPort sur le port 886.6 qui est ici. Pourquoi il rate? Parce que j'ai mis une chaîne de caractères qu'il ne fallait pas. Voilà. Maintenant, alors déjà, on va lancer ça. Voir si ça fonctionne toujours. Quelqu'un qui souhaite arriver. Tac. Alors, verdict. Ça se lance. Pour l'instant, je n'ai pas défini de contrainte. Pour l'instant, non, ça devrait fonctionner comme tout à l'heure, sauf que ça passe via ToxiProxy. Voilà, pulsar. Et on va voir que ici, ça va prendre environ 7 secondes, je crois. Et on va ajouter un petit peu de latence. On va ajouter peut-être, je ne sais pas moi, 10 secondes de latence et on va voir que le test, il va arriver, il va atteindre les 17 secondes d'exécution. Le temps que ça se fasse, je vais implémenter cette contrainte. Donc là, ici, dans ma méthode de test, je peux dire, OK, ben, je vais récupérer le proxy et je vais lui ajouter une latence que je nomme, je ne sais pas moi, latency. Dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens montant ou descendant que je vais ajouter de la latence? Je vais dire downstream et je vais lui indiquer, je lui ajoute 10 secondes de latence. Donc là, vous voyez que ça a été exécuté en 7 secondes. Si je réexécute le même test, ça va fonctionner parce que je n'ai pas de dégradation dans mon application, mais ça va juste prendre 17 secondes. Si le fait que ça prenne plus de temps n'est pas quelque chose que vous souhaitez pour vos applications, bah, vous allez pouvoir mettre, je sais pas moi, un circuit breaker ou ce genre de choses pour essayer de contourner les problèmes techniques qu'on pourrait avoir. Allez, là par contre, il faut attendre 17 secondes. J'aurais peut-être pas dû mettre 10 secondes, mais c'est pas grave. Et le temps que, j'aime bien faire des claquettes, le temps que ça se lance, faut savoir, c'est que tout ce que j'exécute là, ce n'est pas en local. Chez Quentin, c'était le cas. Moi, j'ai un Mac pas très performant. Et donc, quand je lance 3 images Docker, il tombe dans les choux. En fait, toutes les images Docker que j'ai lancées sont dans le cloud. Ils sont dans le cloud parce que pour une démo, j'ai installé ici Test Container Desktop qui nous permet de, avec un free tier de 300 minutes, je crois, après c'est payant bien évidemment, de lancer toutes les images Docker dans le cloud.
Donc là, si je ouvre le dashboard, test container, tac. On voit ici qu'aujourd'hui, le 21 novembre, j'ai lancé du Docker Compose, du Postgres, etc. J'ai ce genre d'interface graphique qui apparaît. Donc, mon test a été lancé, il a bien pris 10 secondes de plus, et ça correspond à ce que je vous avais dit. Voilà pour cette petite présentation autour du test container. Je ne sais pas si ça vous a donné envie. En tout cas, n'hésitez pas à y jouer, que vous faites du Java, du JavaScript, du .NET, du Go. Quentin a indiqué qu'il y avait des supports dessus. J'ai pas d'expérience sur des vrais projets sur autre que du Java, mais je suis sûr que ça marche très bien. Avez-vous des questions, remarques ou autres?